Bien, bonsoir. Vous le savez bien autant que moi, dans ce monde, tout a une fin, même les systèmes qui durent depuis près de 1000 ans. Ce qui, au passage, est une très belle transition pour la suite. La prise du palais des Tuileries. Le 10 août 1792, un moment symbolique dans l'histoire de France qui allie tant la cruauté, la fin d'une ère, mais également l'art. Et oui, vous l'aurez bien compris, nous allons étudier cet événement au travers de la peinture. Alors, à vos pinceaux, vos instruments historiques, il y a un peu de travail sur la planche, on devrait dire sur la toile. Peint en 1793, soit près de 1 an après l'événement qui nous intéresse en 1792, cette toile est l'œuvre de Jacques Berthaud. Jacques Berthaud appartient au mouvement artistique du néoclassicisme. Il est spécialisé surtout dans les représentations de scènes de bataille ou de combat, ce que l'on appelle généralement les tableaux de type bataille. Ils sont de mon point de vue les meilleurs tableaux. On allie à la fois l'héroïsme, l'épique, le romantisme, également des couleurs vives, ou parfois même un peu sombres, avec tout plein de sens que l'on peut y trouver. J'adore ces tableaux. J'ajouterai seulement qu'il est né en 1747. On n'a pas grand chose à dire sur lui, mais nous pouvons directement passer à son œuvre. La toile dépeint le moment de l'assaut par les révolutionnaires du bâtiment des Tuileries, qui sont alors gardés par les derniers fidèles du roi, les fameux gardes suisses. Mais non, mais pas ceux-là! Eh ben voilà qui est mieux. Pour sa petite histoire personnelle, cette toile fut peinte en 1793 dans le cadre d'un concours de peinture sur les événements les plus marquants de l'histoire révolutionnaire. Cependant, il fut recalé à plusieurs reprises pour son côté assez sanglant. Mais il fut sélectionné quelques années plus tard pour son héroïsme national qui renverse la monarchie. Alors, pendant un certain temps, il fut conservé dans le salon. Et aujourd'hui, il est conservé dans le musée national du château de Versailles. Mais pour comprendre un peu plus cette œuvre, faisons un petit tour, comme d'habitude vous le connaissez maintenant, du contexte historique. Si au départ les Français sont tout de même assez attachés à leur roi, il faut dire qu'après la tentative de fuite grandiloquente de 1791, appelée communément la fuite de Vincennes, le ressentiment des citoyens se fait de plus en plus ressentir vis-à-vis de Louis XVI. Et la tension ne fait que monter au début de l'année 1792, puisque le roi fait tout pour empêcher les réformes des révolutionnaires, et donc s'enferme de plus en plus, imposant alors son droit de veto, qui est, il faut dire, son dernier véritable droit en tant que souverain, face aux propositions des lois. De plus que durant l'été de la même année, les défaites face à la coalition s'accumulent. Et c'est là qu'on atteint alors le sommet de l'outrance, puisque le duc de Brunswick, qui est alors en fait le généralissime de l'armée décoalisée, fait publier un manifeste dans lequel il demande aux Parisiens de ne pas s'en prendre à leur roi, sous peine de menacer de détruire entièrement Paris. C'est une demande diplomatique très maladroite qui attise la fureur du peuple parisien. En fait, ce manifeste est interprété assez justement par les révolutionnaires comme une preuve que leur roi Louis XVI collabore avec les monarchies européennes pour sa propre survie. Face à cet affront de l'affaire des manifestes, les révolutionnaires font la proposition de la déchéance du roi.
d'en terminer une bonne fois pour toutes avec la monarchie. Même s'il ne faut pas y voir tout de même une décision commune à tous les bords révolutionnaires et également à l'ensemble du territoire français, car les fidèles au roi restent encore assez nombreux. Est alors proposée la mise en place d'une convention élue au suffrage universel. Alors, attendant la décision de l'Assemblée, le peuple s'impatiente et commence à s'insurger un peu partout. Si à minuit au 9 août 1792, l'Assemblée ne décide pas du sort du régime de la monarchie, le peuple parisien prendra les armes pour investir le domicile du souverain. Nous sommes alors le 10 août 1792. Il est 8 heures du matin. Le roi est terré dans les Tuileries et il est protégé par sa garde suisse. Ils sont apparemment au nombre de 900. Face à eux, il y a des colonnes d'insurgés fortes de près de 15 000 hommes qui se tiennent devant les grilles, ce nombre ne faisant alors qu'augmenter au fur et à mesure de la marche. Des artilleurs tentent bien d'empêcher la foule de passer, mais ces derniers changent de veste. Un peu comme moi quand je change de format. Dès lors que les grilles du château cèdent, les canons sont alors tournés, passant du contrôle du roi vers celui de la foule. En fait, il faut dire que Louis XVI avait fait appel à la garde nationale pour garder ses canons, pensant que cette garde lui serait fidèle. Toujours est-il que cette garde nationale se rend compte qu'elle devrait alors combattre ses propres frères de la nation. Ainsi, elle rejoint le camp des insurgés. Le roi est alors désormais seul, avec ses quelques gardes suisses et quelques aristocrates qui sont alors absolument pas prêts pour un sou à combattre, et bien sûr, Marie-Antoinette, sa femme. Le couple royal décide alors de fuir et se rend donc à l'Assemblée. La foule ouvre la grille, le massacre peut véritablement commencer. Le désordre alors des moments qui suivent rend assez difficile à savoir lequel des deux côtés lança les premières hostilités entre les gardes suisses et la foule. Pour ce qui est des gardes suisses, il s'agit d'une troupe véritablement entraînée et disciplinée, qui dispose alors d'un avantage certain lors des premières salves. Mais il faut dire également qu'ils sont débordés par le nombre et l'utilisation des canons par les forces adverses. Des 900 gardes suisses, 300 pertes sont désormais à déplorer. De plus que dans la fureur, certains prisonniers sont alors massacrés sauvagement. C'est un moment qui oscille entre la barbarie et la tentative de camaraderie, mais dont l'effusion du sang en fut la finalité. Bon, maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on peut passer au cœur du sujet, la toile en soi. Ce qui est marquant dans cet événement, et qui est très bien représenté ici, c'est qu'il s'agit d'un assaut direct envers ce qui représente la royauté, le lieu même où le roi résidait depuis le début de la Révolution, soit depuis qu'il fut déplacé de Versailles vers les Tuileries, et la cible alors directe des assauts. Les tirs de canons et de mousquets ne semblent pas uniquement tirer sur les gardes, mais également sur les emblèmes même de cette dite royauté. La monarchie s'effondre au profit d'un nouveau régime, comme nous laisse le figurer le bonnet phrygien présent sur le portail de l'entrée de la cour du château. Cette chute de la royauté s'accompagne également d'une destruction, d'où doit naître des cendres une nation. Même si cela est difficile à avérer, le peintre avait décidé de montrer des bâtiments en proie aux flammes en arrière-plan, ajoutant alors un voile obscur de fumée noire recouvrant bientôt l'ancienne demeure du couple royal. Ce que l'on voit sûrement en premier dans cette œuvre, c'est les actes de violence qui découlent. Un peu comme si cette chute de la monarchie devait forcément s'accompagner d'un véritable bain de sang. Et c'est au sol que l'on voit ces corps étendus dans toute la cour. D'ailleurs, les uniformes sont retranscrits avec une certaine fidélité vis-à-vis de la réalité. Une
fait qu'il s'agisse effectivement de la spécialité du peintre dans son style des tableaux bataille. La peinture nous permet ici donc de bien représenter la scène et d'admirer le travail effectué sur la véracité de l'action. On voit bien alors la distinction entre les soldats de la garde nationale, qui eux possèdent des uniformes et des armes, et cette foule de révolutionnaires qui disposent d'armes plus primaires et moins conventionnelles pour leur époque. On peut voir en premier plan un des gardes suisses se faire véritablement embrocher et tailler en pièces par deux individus de la foule, pendant que juste derrière, deux soldats de la garde nationale sont en proie à l'agonie, l'un tombant à la bascule, l'autre tentant de rendre un dernier acte héroïque, sabre en clair. Ce qui est également marquant sur cette toile est la présence de ce sang sur les pavés, qui n'est pas de mise dans la tradition des tableaux de bataille. Suisse ou révolutionnaire, le sort final après un tir bien ajusté reste le même. Cependant, la guerre civile ne signifie pas la haine absolue envers son ennemi, et ce tableau nous montre bien là un acte de sympathie et de camaraderie entre hommes simplement. Ce garde suisse qui aide un des révoltés à se relever témoigne là bien d'un aspect tout autre de la guerre. Bien sûr, il est difficile de connaître la véracité des actions et des actes de bienveillance, mais il est tout à fait plausible et humain de penser que même dans les moments les plus sombres et violents de l'histoire, l'esprit bon peut ressurgir et casser les bannières des camps pour s'entraider en tant que simple humain qui tente de survivre. L'autre aspect de cette œuvre est l'opposition certaine entre l'ordre royal et l'envolée épique, mais désordonnée, de la Révolution. La gauche du tableau représente alors les derniers débris de cet ordre structurel qui tente de résister face à l'autre côté de la toile en proie aux flammes et aux fumées noires. Au milieu de cela, un véritable tapis de mort, comme pour signifier le changement de forme de l'État avec un grand E du pays. Cela se remarque même dans la posture des soldats dans le combat. D'un côté, vous avez les derniers gardes suisses qui sont habitués à la bataille de lignes rangées, et déroulant alors une salve destructrice. Tandis que de l'autre, vous avez cette masse désorganisée qui avance sans reculer et dont la force tient surtout dans la confusion et le nombre. Ainsi, la toile de l'artiste, reproduisant un événement de l'histoire, non des moindres, nous permet de mieux le comprendre, le visualiser, en avoir alors une vision, certes édulcorée, car il est impossible de rendre la réalité des combats, la réalité de l'action, la violence des événements, mais qui dépeint tout de même les habits, les uniformes et une certaine ambiance de l'époque. Même si, comme nous l'avons vu, ce tableau présente une violence plus prenante de la réalité des combats que dans la plupart, ou voire presque la totalité des tableaux de type bataille d'autrefois. Même s'il faut bien y comprendre ici qu'il s'agit d'un tableau presque de propagande pour la Révolution. Le tableau est donc empli de sens que j'en ai tiré de par ma sensibilité artistique propre, mais également que j'ai pu trouver dans mes recherches. Mais bien évidemment, il peut également avoir différents sens pour chacun, et donc je vous invite fort bien à méditer sur la chose, car je pense foncièrement que ce qui rend l'art historique intéressant, c'est d'en tirer sa propre construction sur la représentation d'un moment clé de l'histoire, et surtout de pouvoir visualiser l'histoire. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes du format des tableaux de l'histoire, qui englobera également d'autres formes d'art historique, car ne nous limitons pas, et n'oubliez pas que l'histoire soit avec vous.